Bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment un plaisir d'être là ce soir et puis je vous remercie de consacrer une partie de votre soirée à cette conférence. Ça fait plaisir de voir une salle remplie. Et donc du coup, comme l'a dit Edouard, moi je travaille ici à l'Université de Genève, mais j'ai un peu une double casquette. C'est que je suis à la fois clinicienne et puis à la fois chercheuse enseignante ici à la FAPC. Et donc du coup, ce soir, je vais mélanger un petit peu mes deux casquettes, c'est-à-dire je vais aussi prendre un petit peu ma casquette de clinicienne parce que j'avais aussi envie de vous faire une présentation qui n'était pas trop technique. Donc je vais vous présenter bien sûr un petit peu des données, ce qu'on sait un petit peu dans la littérature au sujet de cette thématique de l'autisme au féminin. Mais j'avais aussi envie de pouvoir vous donner peut-être quelques témoignages et vous présenter quelques vidéos, notamment de jeunes femmes que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mon parcours et puis qui ont accepté aussi que c'est des extraits des entretiens qu'on a eus ensemble ou qu'on a eus avec des membres de l'équipe soient diffusés. Donc voilà, je vais essayer d'un petit peu osciller entre ces deux casquettes et puis je vous présenterai quand même quelques données. Je ne vais pas trop vous assommer avec des chiffres et des statistiques ce soir, mais vous présenter aussi quelques données qu'on a récoltées dans le cadre de nos études ici à la FAPC. OK. Donc du coup, ce soir, on va parler, comme je vous l'ai dit, on va parler d'autisme et en particulier du trouble du spectre de l'autisme chez les filles et les femmes. Et on ne va pas reparler un petit peu de toutes les classifications diagnostiques de l'autisme, etc., mais simplement pour vous rappeler que quand on parle aujourd'hui de TSA ou de trouble du spectre de l'autisme, on se réfère en fait aux classifications qui sont les plus récentes, et notamment la version 5 du DSM qui est sortie en 2013, et qu'avant 2013, bien entendu, on parlait déjà de TSA ou d'autisme, mais avec des termes qui étaient un petit peu différents. Et donc du coup, il y a encore des fois un petit peu une confusion des genres quand on parle d'autisme. Certaines personnes utilisent encore des terminologies anciennes pour se référer au TSA, qui sont plus tellement des termes qui sont en vigueur mais qu'on entend encore. Et en particulier, il y a encore beaucoup de collègues qui parlent par exemple du syndrome d'Asperger quand ils se réfèrent à des personnes qui rencontrent toutes ces caractéristiques de l'autisme et qui n'ont pas une déficience intellectuelle associée. Et donc du coup, finalement, ça rejoint un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui le TSA ou le trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Et puis certains collègues utilisent encore des fois les notions de trouble envahissant du développement ou de TED, mais qui veut en gros un petit peu dire la même chose. Donc il faut simplement, on ne va pas entrer dans les détails ici des subtilités un petit peu de ces différents termes, mais simplement il faut juste garder en tête que ça se réfère un petit peu en gros à la même chose et que ça peut être utilisé de manière un petit peu interchangeable. D'accord ? Et donc du coup, quand on parle du trouble du spectre de l'autisme, si on se réfère vraiment à nos catégories diagnostiques actuelles, eh bien, on définit en fait le trouble du spectre de l'autisme par la présence de difficultés ou de challenges dans deux domaines principaux qui sont ceux qui sont listés ici sur cette slide. Donc le premier domaine que les personnes qui ont ce diagnostic de TSA rencontrent, ce sont des difficultés dans la sphère des interactions et de la communication sociale. Et puis ça, on va le retrouver notamment avec des difficultés dans tout ce qui est autour de la réciprocité sociale ou de la réciprocité émotionnelle, donc pouvoir partager ses affects, partager ses ressentis, montrer de l'empathie envers les autres, offrir du réconfort, ce genre de choses-là. Dans tout ce qui est autour de la communication non verbale, donc à la fois pouvoir expliquer des choses avec des mots, mais aussi pouvoir utiliser tous les modes de communication dont on a qu'on a à disposition, comme notre contact visuel, utiliser des gestes, utiliser des expressions sur notre visage, etc. Et puis, le dernier élément dans ce premier domaine, ça va être autour de la création puis du maintien des relations interpersonnelles, donc avec peut-être des difficultés justement au niveau de la création des amitiés qui peuvent se présenter déjà quand la personne est enfant et puis qui peuvent persister tout au long du développement. Donc ça, c'est ce premier domaine qu'on définit en fait finalement dans ce diagnostic de TSA. Et puis le deuxième domaine, c'est celui qui est ici en rouge orangé, là, comme ça. Il est appelé comme ça dans le DSM, on appelle ça le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités. Et puis alors là-dedans, il y a un petit peu
un melting pot, si on peut dire ça, de caractéristiques qui sont propres à l'autisme. Ça peut être des caractéristiques qui sont liées à l'utilisation du langage, avec un langage qui peut être plus répétitif ou un peu stéréotypé. Ça peut être autour d'une difficulté à changer les routines, à avoir de la difficulté à gérer les changements. Là-dedans, il y a aussi tout ce qui est autour des particularités sensorielles, donc le fait d'avoir des sensibilités sensorielles accrues, ou au contraire des recherches de stimulation sensorielle. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les intérêts restreints ou les intérêts spécifiques, c'est-à-dire des intérêts qui peuvent être anormalement ou de manière atypique en termes d'intensité et qui peuvent interférer avec le fait de s'engager dans d'autres types d'activités. D'accord ? Et donc, du coup, il faut que, finalement, qu'une personne, on parle d'un diagnostic de TSA chez une personne, il faut que ces deux domaines, qu'il y ait des difficultés qui soient identifiées dans ces deux domaines. D'accord ? Et puis, je vous rappelle aussi que quand on parle du TSA, on parle aujourd'hui d'un trouble qui est dit neurodéveloppemental, c'est-à-dire qu'on considère que la personne, elle va présenter des difficultés dans ces deux domaines de manière relativement précoce dans son développement. D'accord ? Donc avant, il y avait une sorte de notion de dire qu'il fallait qu'on ait des évidences avant l'âge de 3 ans. Maintenant, ce n'est plus une notion qui est aussi stricte que ça, mais on dit de manière précoce dans le développement, le plus souvent avant même que la personne rentre à l'école. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on doit avoir des évidences qu'il y a un profil vraiment, on va dire, de développement de la personne qui se caractérise par des difficultés dans ces deux domaines-là. D'accord ? Et que ce n'est pas quelque chose qui est complètement apparu à un moment donné plus tardif dans la vie. On verra que ce critère-là, il peut poser parfois un petit peu des questionnements, justement, notamment quand on s'intéresse au profil des femmes et des filles, qui peuvent avoir justement des profils un petit peu plus en nuances comme ça, et où finalement peut-être dans un certain nombre de situations, les difficultés sont vraiment présentes très à bas bruit pendant toute une période du développement et puis peuvent devenir plus émergentes un peu plus tard dans la vie. Mais on est quand même dans une forme de continuité. Ça ne doit pas marquer une rupture par rapport au fonctionnement précédent. Okay ? Et puis, un élément qui est très important aussi, et ça c'est aussi une slide que je montre souvent à mes étudiants, même en première année, qui est la notion de spectre. C'est qu'aujourd'hui, justement, on parle de troubles du spectre de l'autisme. Et cette notion de spectre, elle est importante quand on parle d'autisme pour refléter le fait que c'est un diagnostic qui va représenter des personnes qui vont être très différentes les unes des autres. D'accord ? Et là, je vous ai mis juste des citations que j'ai librement traduites de cet article, justement, de Lorna Wing, qui est une Britannique qui a été justement la première, avant même que ce terme de TSA soit utilisé, qui a décrit en fait ce spectre de l'autisme. Ce qu'elle voulait vraiment souligner dans son article, qui était assez pionnier à la fin des années 90, c'était vraiment de dire que l'autisme, il peut se manifester dans le contexte de n'importe quel niveau intellectuel. Donc, il peut y avoir des personnes qui ont un diagnostic de TSA et puis qui peuvent avoir des difficultés intellectuelles, parfois même relativement sévères, qui sont associées. Des personnes qui vont avoir des compétences intellectuelles qui sont tout à fait dans la moyenne, des personnes qui peuvent avoir même des compétences intellectuelles qui sont supérieures à la moyenne. Et donc, le niveau intellectuel n'est pas du tout quelque chose qui définit la présence ou non d'un diagnostic d'autisme. D'accord ? De la même manière, elle a mentionné, ça c'était assez révolutionnaire aussi à l'époque, que finalement, les profils des personnes qui ont un diagnostic de TSA sont souvent assez complexes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des comorbidités. Puis ça, on va en reparler un peu plus tard dans la conférence de ce soir, c'est-à-dire des autres difficultés qui sont associées au diagnostic de TSA. Ça peut être ce qu'on appelle des comorbidités plutôt psychiatriques, ça veut dire des difficultés de santé mentale qui peuvent être associées, des problématiques d'anxiété, des problématiques d'humeur, etc. Ça peut être des comorbidités qui sont plutôt neurologiques dans certains cas. Certaines personnes ont de l'épilepsie associée à l'autisme. Ça peut être des comorbidités somatiques, etc., etc. Donc des problèmes physiques, etc. D'accord ? Et puis, elle a vraiment finalement insisté sur cette notion de spectre en disant qu'à l'époque, justement, on faisait un petit peu toutes ces différences entre ces sous-diagnostics à l'intérieur de cette grande catégorie de ce qu'on appelait les TED à l'époque. Et puis, elle était très en faveur de dire, finalement, on a beaucoup essayé de diviser ce spectre de l'autisme en sous-groupes, mais dans le fond, on n'y est pas si bien arrivé.
Et il faut dire qu'en fait, les études scientifiques qui ont été faites, surtout aussi à cette même époque, sont allées un petit peu dans le même sens. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle maintenant on parle de troubles du spectre de l'autisme et puis qu'on a arrêté de faire toutes ces sous-divisions entre le syndrome d'Asperger, le trouble autistique, etc. Okay. Donc c'était juste pour vous faire un bref rappel sur simplement qu'est-ce qu'on entend par TSA selon nos classifications diagnostiques actuelles. Mais ce dont je voulais parler vraiment ce soir, c'était ce qu'on appelle le profil féminin ou l'autisme féminin, c'est-à-dire finalement comment se manifeste le TSA chez les filles et les femmes. Okay. Parce que c'est vrai que quand on étudie, même à l'époque où moi j'ai fait mes études, alors je suis plus complètement jeune, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même, on nous apprenait que le TSA, il concerne davantage les garçons que les filles, et puis que ça, c'était vrai pour la plupart des troubles neurodéveloppementaux, quand on parle des troubles de l'attention, quand on parle des troubles 10, quand on parle même de la déficience intellectuelle. On nous apprend toujours qu'il y a un ratio homme-femme qui est plutôt en faveur des garçons. Et puis, généralement, on nous dit que c'est plutôt un ratio de 4 garçons pour une fille. D'accord ? Et puis, si on regarde spécifiquement chez des personnes qui auraient un trouble du spectre de l'autisme, mais sans déficience intellectuelle associée, eh bien, on retrouve même des sex ratios qui sont encore plus déséquilibrés, de 6 à 7 garçons pour une fille, voire allant jusqu'à 9 garçons pour une fille, selon les études. D'accord ? Donc, finalement, c'est vrai que c'est resté aussi un petit peu dans la tête de beaucoup de personnes de se dire, d'une certaine manière, le TSA, c'est un peu une histoire de garçon. Et puis, justement, j'avais un peu envie d'interroger cette question avec vous aujourd'hui, ce soir, et puis de poser un petit peu 2 questions qui sont des questions assez larges. La première, c'est, on y répondra peut-être à la fin, mais est-ce que ces chiffres-là, ils reflètent réellement la réalité ? Est-ce que vraiment on est dans des déséquilibres comme ça de sex ratio aussi importants dans le TSA ? Vous pouvez imaginer que si je vous parle... je vous fais toute une conférence sur le profil TSA au féminin, c'est que probablement la réponse, elle est non. La deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que les professionnels et l'entourage peuvent avoir tendance à ne pas voir, entre guillemets, les signes et les symptômes de l'autisme chez les filles. Donc on va s'intéresser un petit peu à ces différentes questions, puis je vais vous montrer aussi un peu ce que nous dit la littérature dans ce domaine. Alors, la première question, c'est peut-être, est-ce que déjà il pourrait y avoir une sorte de, ce que j'ai appelé d'un biais de genre, autour des inquiétudes parentales. D'accord ? Et puis, la littérature, il n'y a pas énormément d'études, mais quelques études qui tendent à nous montrer que c'est le cas. C'est-à-dire que quand je parle d'un biais parental ou d'un biais de genre chez les parents, ça va être finalement que les signes qui vont être jugés comme étant peut-être préoccupants ou inquiétants pour les parents quand ils ont une petite fille ou quand ils ont un petit garçon ne vont pas nécessairement être les mêmes. D'accord ? Et souvent, en fait, les inquiétudes parentales, ça va être le déclencheur souvent de la suite, on va dire, éventuellement des investigations en termes diagnostiques. C'est souvent parce que les parents se posent des questions, s'interrogent par rapport au fonctionnement de leur enfant, qu'après, éventuellement, il y a des évaluations, des choses qui vont un petit peu plus loin. D'accord ? Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit, si on compare en fait les premières inquiétudes qui ont été relevées par les parents qui ont un enfant qui recevront en fait après plus tard un diagnostic de TSA, on voit que ce ne sont pas du tout les mêmes manifestations qui vont, si je peux dire, qui vont faire tiquer un peu les parents. D'accord ? Ce qui va faire, on va dire, tiquer les parents chez les jeunes filles ou chez les petites filles, ça va être plutôt ce qu'on appelle les symptômes externalisés. Ça veut dire les manifestations qui vont avoir un impact sur le comportement. Donc des petites filles qui vont être agitées, des petites filles qui vont être opposantes, des petites filles qui vont faire des crises. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup alerter, on va dire, peut-être les parents en se disant là, il y a quelque chose qui me préoccupe par rapport au comportement. Alors que chez les garçons, ce qui est assez intéressant, c'est que ça va être plutôt les difficultés inverses. Ça va être plutôt ce qu'on appelle les symptômes internalisés,
qui sont des symptômes beaucoup moins bruyants, mais ça va être typiquement un garçon qui va être en retrait, un garçon qui va se cacher derrière ses parents quand se mettre sous la table, quand il doit parler à des gens qu'il ne connaît pas, ce genre de manifestation-là. Et puis ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant parce que ça nous montre qu'en fait, peut-être des petites filles qui vont avoir en particulier ce profil plus internalisé, avec le fait d'être un petit peu plus en retrait, etc. On verra après que c'est quand même ce qui caractérise assez souvent ces filles avec un TSA. Et bien, en fait, probablement que ce type de comportement-là va moins susciter l'inquiétude chez leurs parents que s'ils apparaissent chez un garçon. Donc c'est pour ça que je parlais d'un biais de genre, c'est-à-dire c'est que d'une certaine manière, probablement on a tous des attentes sociales sur qu'est-ce qui va nous questionner quand on a un enfant, et que ça, bien sûr, c'est très imprégné par le contexte social dans lequel on est, et dans ce contexte-là, il va y avoir des biais. Donc ça, c'est un premier élément de réflexion qui va se dire, peut-être en tout cas qu'il va y avoir un certain nombre de filles qui ne vont pas passer en fait ce premier filtre comme ça des inquiétudes parentales, et puis où du coup, il n'y aura pas forcément d'investigations qui vont aller plus loin. Okay. Et puis, si on regarde, parce que là on parle des parents, mais en fait c'est pas du tout quelque chose qui va être spécifique aux parents. Si on regarde chez les professionnels, il y a notamment une très jolie étude qui avait été faite il n'y a pas très longtemps chez des enseignants du primaire, où en fait on retrouve un petit peu des biais qui sont aussi similaires. Et dans cette étude, elle était assez joliment faite parce qu'elle était un petit peu plus expérimentale que la première que je vous ai présentée, qui était juste un rapport en fait de quelles étaient les inquiétudes. C'était une étude où ils ont donné des petites vignettes en fait qui décrivaient des enfants. Et puis, dans la moitié des vignettes, c'était un petit garçon, puis dans l'autre moitié des vignettes, c'était une petite fille. Et puis, ils présentaient en fait des vignettes avec des enfants qui avaient différents types de comportements. Et puis, dans certaines de ces vignettes, il y avait des comportements qui étaient très, très suggérant très fortement le TSA, avec un peu toutes les manifestations que je vous ai présentées dans les slides précédentes. Donc ça, c'est ce qu'ils ont appelé un peu la présentation classique, on va dire, de l'autisme. C'est vraiment, si on a eu une fois un cours sur l'autisme, en lisant ces vignettes, ça devrait nous sauter aux yeux. Et puis, ils ont présenté aussi des vignettes avec des profils, on va dire, un peu moins typiques, avec des difficultés qui étaient peut-être plus en nuances, qui sautaient peut-être moins aux yeux, où là, peut-être on aurait un peu plus d'hésitation. Et donc, du coup, ce qui était intéressant, c'est que, en fonction du genre de l'enfant, il y avait des différences dans l'appréciation des enseignants de « Ok, mais est-ce que cet enfant, on conseillerait aux parents peut-être d'aller faire une évaluation plus approfondie ou pas ?» Et donc, du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un biais de genre globalement, c'est-à-dire que moins souvent, en moyenne, ils identifiaient que peut-être il pouvait y avoir des signes du TSA dans les vignettes quand ça concernait les filles. Et puis, d'autant plus, quand c'était des présentations un peu subtiles, là, ils avaient plutôt tendance à dire non, mais en fait, là, c'est une vignette d'un enfant tout venant ou d'un enfant typique et où il n'y aurait pas forcément besoin d'investiguer plus. Et donc, du coup, on voit que finalement, ces biais de genre, ils vont nous affecter toutes et tous et ils sont présents chez les parents, chez les professionnels. Là, j'ai juste donné un exemple, mais ça va être vrai aussi très certainement chez les professionnels de la santé aussi. Okay. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui a un impact assez direct, en général, sur l'âge auquel le diagnostic de TSA va être posé chez les femmes. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde les études qui sont faites auprès de personnes adultes, on voit que ce ratio homme-femme, il tend à diminuer, à être plutôt autour de 2 hommes pour 1 femme, ce qui montre que, en fait, plus le temps avance, plus les femmes tendent à être diagnostiquées. Et donc, ça veut dire que plus on prend des échantillons de jeunes enfants, plus il va y avoir aussi ce déséquilibre des genres. Et l'autre chose qu'on voit, c'est qu'en moyenne, si on regarde les âges de diagnostic moyens dans beaucoup d'études, l'âge de diagnostic moyen, il tend à être beaucoup plus tardif chez les femmes que chez les hommes. Donc, en moyenne, après, selon certaines études, ils ont essayé de chiffrer combien plus tard, finalement, les femmes tendaient à être diagnostiquées.
Et puis, ils sont arrivés sur cette approximation d'environ presque 4 années et demie plus tard que les hommes en moyenne. Donc, c'est beaucoup quand même. 4 ans, c'est quand même un écart qui est assez significatif. Et puis l'autre chose qui était, une étude que j'ai trouvée vraiment aussi assez intéressante et d'une certaine manière assez inquiétante aussi, c'était cette étude italienne qui montrait que finalement il y avait tout un tas de femmes, et puis ça on reviendra aussi là-dessus, qui pourtant suscitaient des inquiétudes, où il y avait un contact par exemple avec des services de pédopsychiatrie ou de psychiatrie qui étaient faits à un moment donné, parce qu'il y avait des difficultés, peu importe lesquelles. Et dans cette étude, c'était toutes des femmes avec un TSA, et ils ont comptabilisé combien de temps il avait fallu en fait entre le premier contact avec un service de psychiatrie et le diagnostic. Et puis, dans cette étude-là, c'était un délai de 11 ans. Donc 11 ans, c'est énorme. 11 ans de, finalement, probablement de ce qu'on appelle un peu d'errance diagnostique, c'est-à-dire des personnes qui vont être accompagnées, mais où finalement, il n'y aura peut-être pas vraiment le doigt qui aura été mis sur, finalement, peut-être les difficultés spécifiques de la personne. Et on pourrait avoir tendance à se dire, OK, en fait, globalement, c'est parce que les signes du TSA sont moins sévères ou moins intenses chez les femmes, et c'est pour ça qu'il y a ces délais comme ça, si grands, qui sont décrits. Et donc, du coup, il y a certaines études où ils ont essayé de quantifier, alors c'est toujours un peu difficile de quantifier des sévérités de manifestation, ça reste toujours un peu arbitraire, mais où ils ont essayé vraiment d'avoir un groupe homogène en termes d'intensité de symptômes, d'hommes et de femmes. Et même quand ça, c'était comparable et balancé, on voyait que quand même, en moyenne, les femmes tendaient à être diagnostiquées plus tard. Donc, ce n'est pas qu'une question d'intensité des symptômes, c'est vraiment aussi probablement toute cette cascade comme ça de biais qu'on peut avoir au niveau de la détection, on va dire, des signes de l'autisme chez les femmes. OK. Et donc, du coup, la deuxième question, en fait, c'est voilà aussi pourquoi est-ce que ces femmes sont moins identifiées. Donc, il y a probablement une des premières explications, c'est vraiment cette présence de ces biais comme ça de genre qui existent. Et puis, l'autre partie de l'explication, peut-être, c'est ce qui commence à avoir pas mal de retentissement maintenant dans la littérature, c'est l'idée qu'en fait, il pourrait y avoir ce qu'on appelle un profil féminin dans le trouble du spectre de l'autisme, avec en fait des manifestations qui seraient un peu spécifiques ou un peu différentes chez les femmes et les filles que chez les hommes, et qui conduiraient au fait qu'on a tendance à sous-identifier ces filles, en particulier quand elles n'ont pas de difficultés intellectuelles associées. Donc typiquement, ce qu'on appelait le syndrome d'Asperger avant. D'accord ? Et puis, on a un certain nombre de raisons de penser que c'est le cas et qu'il y a effectivement ce profil comme ça féminin qui existe. Et puis, du coup, je vais essayer un petit peu de vous en parler justement de ce profil féminin, de vous expliquer peut-être un petit peu ce qu'on en connaît. Il faut savoir déjà qu'avant de parler vraiment des signes, il faut savoir que si on se réfère vraiment aux bonnes pratiques cliniques dans le domaine de l'autisme, une des recommandations qu'on nous fait, c'est de dire en fait, on ne devrait pas uniquement se baser sur notre observation et notre intuition clinique, mais on devrait aussi utiliser des outils d'évaluation qui sont des outils semi-standardisés, et notamment il y a les deux outils qui sont les plus utilisés. Le premier, c'est l'EDI, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est en fait un entretien qu'on fait en général avec les parents et qui concerne en fait le développement de la personne, et puis où on va essayer d'aller vraiment investiguer quelles étaient les manifestations de l'autisme chez la personne quand elle était enfant, vers l'âge de 4-5 ans, et puis éventuellement quelles sont les manifestations aujourd'hui. Donc ça c'est un des outils qu'on utilise le plus, qui nous structure en fait un petit peu dans notre investigation clinique. Et puis le deuxième outil qu'on utilise très fréquemment,
C'est un outil qui s'appelle l'ADOS et qui est en fait un outil d'observation semi-structuré qu'on fait avec la personne, justement. Donc ça peut être un outil qu'on utilise avec des enfants, mais ça peut être aussi un outil qu'on utilise avec des adultes, où là, l'objectif, ça va être vraiment de recueillir des observations de manière semi-structurée sur la manière de la personne, la manière qu'a la personne de communiquer avec nous, comment est-ce qu'elle interagit, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi de ses interactions sociales, si elle est en capacité de le faire, qu'est-ce qu'elle nous dit de ses émotions, etc. Et puis, comment est-ce qu'elle va utiliser le matériel, est-ce qu'on va observer justement des choses particulières au niveau sensoriel, etc. D'accord ? Donc ça, après, il y a d'autres outils. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un de dogmatique. Je ne pense pas qu'il faille forcément toujours utiliser un EDIA et un ADOS pour faire un diagnostic. Mais donc ça, c'est un peu ceux qu'on utilise le plus souvent, et en tout cas dans les articles scientifiques, c'est de loin ceux qui sont les plus utilisés. Et puis, ces deux outils, ils se basent, en fait, quand on fait des cotations de ces outils, ils se basent sur ce qu'on appelle un algorithme, c'est-à-dire que sur toutes les choses qu'on observe avec ces deux outils, en fait, on a plein de scores. Par exemple, on a un score pour comment était le contact visuel, on a un score sur comment était la réciprocité, etc., etc. Puis on a comme ça plein de scores. Et puis en fait, il y a des études qui ont été faites pour essayer de déterminer parmi tous ces scores qu'on obtient, quels sont les scores qui sont les plus discriminants finalement pour le diagnostic d'autisme. Donc parmi, je ne sais pas, là par exemple les DI, il y a 90 et quelques items, donc parmi les 90 et quelques scores qu'on a, ils ont essayé d'extraire finalement ceux qui sont les plus discriminants, et puis c'est ça qu'on utilise dans notre algorithme, et puis qui nous donne après des valeurs un peu, qui nous servent un peu de point de repère, de nous dire si on est au-dessus d'un certain seuil, ça nous dit que quand même on a pas mal de manifestations dans ce domaine-là. Si on est en dessous de ce seuil-là, ça nous dit ok, on n'a peut-être pas tant que ça de manifestations dans ce domaine-là, etc. D'accord ? Mais du coup, ce qui est intéressant de regarder, c'est que ces algorithmes-là, ils se basent sur des études scientifiques qui ont été faites de manière vraiment assez rigoureuse. C'est des outils qui sont quand même assez bien validés. Mais si on regarde qui étaient ces personnes qui ont servi de validation finalement dans ces études-là, c'était quand même majoritairement des garçons. Et donc du coup, parce que c'est des outils qui ne sont pas non plus tout récents, et puis à l'époque on diagnostiquait aussi beaucoup moins les femmes, et donc du coup, en fait il y avait des échantillons qui avaient vraiment plutôt ce ratio de 4:1 dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc du coup, ça veut dire que dans un échantillon de 100 personnes, il y avait 4 fois plus de garçons que de filles. D'accord ? Et donc, du coup, on peut bien imaginer que ça va poser un problème si effectivement il y a un profil féminin, parce qu'on peut bien imaginer que les items qui vont être les plus discriminants pour les garçons ne seraient pas nécessairement les mêmes items qui seraient les plus discriminants pour les filles. Mais ça, à l'heure actuelle, on n'a pas ces informations parce que on a ces études de validation où il y a quand même beaucoup de garçons, et puis on n'a pas du tout, ça n'existe pas en fait des normes qui sont spécifiques aux hommes ou des normes qui seraient spécifiques aux femmes ou des algorithmes qui seraient différenciés. D'accord ? Et donc, du coup, ça fait maintenant un certain temps qu'on parle de ça, et puis avec du coup, de plus en plus de personnes qui ont dit quand même attention quand vous utilisez aussi ces outils, parce que d'une certaine manière, ils n'ont pas été non plus profilés pour identifier les filles et les femmes, de par ces biais-là. Okay ? Parce que ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bons outils, mais ça veut dire que quand on les utilise dans une population qui n'est pas celle sur laquelle on les a validés, potentiellement, ça peut nous poser un petit peu des problèmes. Okay ? Et puis du coup, si on regarde en fait la littérature et puis si on regarde un peu les études qui ont été faites et qui comparent justement un petit peu quels sont les signes caractéristiques du TSA chez les hommes et chez les femmes, en fait de plus en plus on se rend compte qu'en effet il y a un profil féminin, c'est-à-dire une expression des signes et des symptômes de l'autisme qui est un petit peu différente chez les femmes que chez les hommes. Et c'est vrai que si on reprend un petit peu les deux domaines que je vous avais présentés au début dans ma slide, si on regarde, alors j'ai pris les choses à l'envers parce que j'avais surtout des illustrations pour le deuxième domaine, donc je commence par celui-ci où je vais aller un peu plus vite, qui est justement ce domaine du caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités. Si on compare un petit peu
ces différents signes, eh bien, par exemple, chez les enfants, une des choses qu'on va beaucoup aller regarder, c'est est-ce que l'enfant est capable de s'engager dans ce qu'on appelle du jeu symbolique ou du jeu de faire semblant, avec des personnages, de pouvoir, voilà, typiquement prendre des Playmobil, des animaux, des choses comme ça, et puis raconter des histoires, faire semblant avec ces jouets-là. Et puis, souvent, chez les garçons, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a pas mal de difficultés chez les garçons qui ont intérêt à s'engager dans du jeu symbolique. Ça ne veut pas dire que tous les enfants et tous les garçons n'ont pas de jeu symbolique, mais en tout cas, c'est souvent un des domaines qui est identifié comme difficile. Alors que chez les filles, souvent, on voit qu'il peut y avoir une sorte de jeu symbolique un petit peu de façade, c'est-à-dire qu'il va y avoir un jeu symbolique qui est présent, mais souvent il va être quand même beaucoup plus répétitif que ce qu'on pourrait imaginer par rapport à l'âge, et puis qui va être peut-être avoir plus de difficultés à être réciproque, donc de faire du jeu symbolique avec une autre personne en tenant compte des propositions de l'autre, etc., puis de co-construire un jeu ensemble. Donc vous voyez qu'en fait, on est déjà dans des choses qui sont un petit peu différentes. Ce qui a été aussi pas mal décrit, c'est des différences au niveau de ce qu'on appelle les intérêts restreints. C'est-à-dire que chez les garçons, alors ça peut prendre vraiment plein de formes différentes. On peut avoir un intérêt spécifique sur à peu près n'importe quel sujet. Disons que ce n'est pas quelque chose qui va être défini par une thématique en particulier. Mais ce qui a été décrit, c'est que chez les femmes, ça va avoir plutôt, plus souvent tendance à être un intérêt qui est en lien avec le domaine social. Et typiquement, ça va être des filles qui vont avoir un intérêt très prononcé pour certains personnages d'une série XYZ ou d'un dessin animé XYZ. Et puis, quand elles sont un peu plus grandes, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, elles expliquent que elles se sont intéressées et très, très, très focalisées sur ces personnages-là, comme aussi une manière d'avoir une sorte de schéma des interactions sociales, et que le fait de regarder telle ou telle série, d'une certaine manière, donnait une forme de modèle d'un type d'interaction sociale sur lesquelles elles ont essayé après de se calquer. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant quand elles peuvent l'expliquer après coup, parce que du coup, on comprend aussi quel sens ça peut prendre aussi d'avoir un intérêt qui peut être très focalisé dans un domaine comme celui-ci. Et puis la dernière chose que vous verrez aussi peut-être assez bien sur une des vidéos que je vais vous montrer, c'est la présence des hypersensibilités sensorielles. Et ça, on se rend compte que c'est quelque chose qui peut tout à fait concerner les garçons également, mais qui va particulièrement concerner les filles, avec des filles et des femmes qui vont avoir vraiment des hypersensibilités très très prononcées au bruit, à la lumière, aux odeurs, à la texture, par exemple, des vêtements, à la texture des aliments. Ça, c'est vraiment un des marqueurs, en tout cas quelque chose qu'on a souvent identifié comme étant très caractéristique des femmes qui ont un TSA. Et qui est assez souvent rapporté comme, en tout cas, une des sources vraiment de difficultés quand même vraiment majeures au quotidien, notamment dans les études qui ont été faites chez les adultes, qui est vraiment un peu qui interfère un peu avec toutes les activités de la vie quotidienne. Quand on est très gêné par toutes les stimulations sensorielles, ça nous rend le fait de sortir dans la rue difficile, ça nous rend le fait d'aller dans les magasins difficile, ça nous rend le fait de prendre les transports en commun difficile, etc., etc. Donc ça peut vraiment avoir un impact vraiment tout à fait majeur sur le fonctionnement. Donc vous voyez ces profils comme ça qui commencent à se dessiner un petit peu. Et puis, dans le domaine de la communication et puis des interactions sociales, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'il va y avoir aussi un petit peu des marqueurs ou des particularités qui vont ressortir dans ce profil féminin. Un premier marqueur qu'on retrouve, c'est souvent des jeunes filles qui... je vous montrerai une vidéo après où une jeune femme l'explique assez bien. C'est vraiment la tendance à être comme ça, plutôt en retrait dans les interactions sociales, timide, mais qui va être au-delà d'une forme d'anxiété sociale, avec vraiment plutôt un profil où la personne, elle va
se mettre un petit peu en demi-teinte et puis avoir plutôt un rôle passif dans les interactions sociales et plutôt un rôle de suivre un petit peu le mouvement du groupe. Et je vous ai mis là une citation que je trouve très jolie de Annick Martin, qui est une jeune femme qui a écrit un livre dont je vous montrerai la référence à la fin, avec Isabelle Hainaut, qui est une psychologue et une sexologue québécoise. Et puis, elle décrit un petit peu son témoignage de femme autiste. Et puis, elle dit, dans mes études collégiales, j'habitais en résidence étudiante et mon surnom était le fantôme de la résidence. Au total, j'y ai vécu 4 années et au cours des 3 premières années, je n'ai entretenu aucun contact avec les autres résidences. Mais la situation s'est inversée la dernière année. Puis après, elle explique un petit peu son parcours par rapport à ça. Et donc, souvent, ça va être des jeunes femmes qui ne vont pas du tout se faire remarquer, c'est-à-dire qu'elles vont être là, elles ne vont pas du tout poser problème d'une certaine manière parce qu'elles vont finalement un petit peu faire leur vie et être un petit peu là en arrière-plan, si on peut dire ça comme ça. Et donc ça peut aussi contribuer au fait qu'on ne va pas forcément les identifier parce qu'elles sont là mais elles ne posent pas de problème, entre guillemets. Mais évidemment que cette passivité que je mets entre guillemets dans les interactions, elle peut être aussi une source de risque pour ces jeunes femmes et une source de risque aussi parce qu'elle est liée dans un certain nombre de cas à une faible perception aussi du danger ou des risques qui peuvent venir des interactions sociales. En particulier, il y a 2 thématiques qui sont particulièrement fréquentes chez les jeunes femmes avec un TSA, et ça, c'est pour ça que c'est aussi tellement important de pouvoir les identifier. C'est les questions de harcèlement ou d'intimidation par les pairs, qui sont extrêmement fréquentes, jusqu'à 80% selon les études, chez les femmes avec un TSA. Et puis après, plus tard dans la vie, les risques de victimisation et puis d'abus sexuels, avec justement un risque qui tend à être significativement plus élevé chez les femmes que chez les hommes, avec une prévalence qui tend à être 2 à 3 fois plus élevée que dans la population générale. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux aussi dans l'accompagnement, en tout cas des jeunes filles et des jeunes femmes, c'est aussi de pouvoir être dans la prévention, en tout cas de la reconnaissance, en tout cas aussi de ces filles et de ces femmes, des situations potentiellement dangereuses et des situations où elles sont en risque de victimisation. Évidemment qu'on ne peut pas contrôler l'environnement à 100%, mais au moins de pouvoir éviter qu'elles se mettent dans des comportements dangereux ou à risque par mauvaise lecture, en fait, aussi des situations sociales. Par exemple, des situations auxquelles on est confronté assez souvent, ça va être des jeunes filles ou des jeunes femmes qui vont aller, par exemple, sur des sites de rencontres parce qu'elles ont envie de rencontrer un ou une partenaire et puis qui vont avoir de la difficulté à aussi comprendre les doubles sens dans les interactions par message, encore plus. Ça peut être particulièrement un challenge. Et donc, ils vont se retrouver, en fait, un peu embrigadées dans des interactions qu'elles ont, ou dont elles n'ont pas tout à fait perçu la teneur. Et puis après, ça peut être compliqué de se sortir de ces situations. Donc ça va être par exemple quelque chose qu'on rencontre fréquemment. Et donc, si vous êtes intéressé sur ces thématiques, je vous ai mis là juste la référence du livre de Isabelle Hainaut, qui est justement une psychologue et une sexologue québécoise, qui a écrit un très joli livre aussi sur la sexualité, alors qui n'est pas spécifique pour les femmes, mais qui parle de la sexualité dans le TSA. Et une autre caractéristique, on pourrait dire, de ce profil féminin, c'est la tendance des filles et des femmes avec un TSA d'entrer dans des comportements d'imitation au niveau des interactions sociales, en essayant justement peut-être d'adopter des comportements de surface, c'est-à-dire en imitant, en observant finalement les interactions sociales et puis en essayant de reproduire finalement des comportements qu'elles ont observés et qui semblent fonctionner justement quand ils sont utilisés par d'autres. Et puis ça renvoie assez fort à cette notion de camouflage qui est beaucoup utilisée maintenant dans le domaine de l'autisme.
et qui se définit, alors ça j'ai trouvé que c'était une assez jolie définition, comme l'utilisation de stratégies de masquage, donc on pourrait dire cacher ses symptômes, et de compensation, c'est-à-dire trouver des stratégies pour compenser ses difficultés dans le domaine social, qui peuvent être recrutées de manière consciente ou inconsciente par la personne pour améliorer son ajustement à l'environnement ou développer ses relations amicales. D'accord ? Et donc, du coup, ça va être vraiment tout un set de stratégies comme ça que la personne va utiliser et va développer. Et donc, ce qui peut avoir pour conséquence que dans un environnement qui va être très familier et très maîtrisé par la personne, toutes ces stratégies de compensation, elles peuvent être très efficaces et donc du coup, on ne va pas du tout percevoir que la personne va avoir des difficultés sociales. Alors que peut-être quand elle va être dans un environnement qui va recruter un peu plus justement de flexibilité parce que c'est un environnement nouveau, plus stressant, etc., peut-être c'est là où on va percevoir les difficultés à s'ajuster comme ça aussi à ces contextes nouveaux. Et ce qui est assez intéressant aussi et important à garder en tête, c'est aussi tous les témoignages et les études qui ont été faites dans ce domaine-là qui montrent que ces stratégies de camouflage comme ça, elles peuvent être très efficaces, mais elles se font à un prix qui est généralement assez élevé pour la personne. C'est-à-dire que la personne va décrire que ça va énormément la fatiguer d'utiliser ces stratégies-là et ça peut conduire à ce qu'on verra après, ces phénomènes comme ça d'épuisement parce que la personne, elle peut utiliser ces stratégies peut-être un certain temps dans une journée ou jusqu'à un certain temps dans le temps, puis après peut-être ça va être plus compliqué de continuer sur le long cours à utiliser ces stratégies-là. Et donc du coup, ce que décrivent un grand nombre de filles et de femmes, ça va être la nécessité d'avoir des moments sans interaction sociale pour pouvoir un peu récupérer, comme après avoir fait un grand effort, si on peut dire, de pouvoir avoir des moments de récupération pour pouvoir récupérer son énergie. Et donc du coup, ça je ne vais pas vous décrire tout en détail ce schéma, mais vous pouvez le trouver sur un site qui s'appelle Comprendre l'autisme, que je trouvais assez intéressant pour décrire qu'est-ce que c'est le camouflage. C'est ce que vous voyez dans cette espèce de bleu là au milieu. Donc c'est justement à la fois ces stratégies de compensation et ce masquage comme ça peut-être des signes. Et puis quelles sont les motivations du camouflage. Et puis dans les études qui ont été faites, les deux motivations principales qui ressortent des personnes qui utilisent ces stratégies, ça va être plutôt ce qu'on pourrait appeler l'assimilation, c'est-à-dire faire partie d'un groupe, fonctionner dans la société, et puis connaître et être reconnu aussi par ses pairs, c'est-à-dire avoir la possibilité de créer des interactions, et puis aussi pour réduire le stress quand les personnes doivent fonctionner dans un environnement social. Et puis, à droite, c'est par contre les conséquences du camouflage. Donc, ça peut être des conséquences sur la personne elle-même, avec l'impression justement de « je tombe en morceaux », avec ces moments comme ça d'effondrement parce que ça coûte tellement d'énergie, avec l'impression parfois qui a été décrite par beaucoup de femmes de se dire « mais en fait, j'utilise tellement ces stratégies de camouflage que parfois je ne sais plus vraiment qui je suis moi-même », avec une sorte de perte de sens du self, comme ça. Et puis, avec des conséquences plutôt au niveau sociétal, qui seraient, en fait, en utilisant ces comportements de camouflage, d'une certaine manière, on contribue à ce que les gens aient une vision très stéréotypée de l'autisme, parce que finalement, une personne lambda ne va pas du tout percevoir que moi, je pourrais être une personne autiste et du coup, ça renforce un peu les stéréotypes qu'on peut avoir. Okay. Donc ça, c'est un petit peu ce qui a été décrit sur le TSA. Et puis, je voulais juste vous montrer, alors je vous ai promis pas trop de chiffres, mais une étude qui est en train d'être réalisée par une des doctorantes de mon équipe, qui est assez intéressante, je trouve, où en fait, c'est une étude où on a fait des évaluations auprès d'une centaine de personnes qui étaient plutôt des adolescents et des jeunes adultes. Et puis, parmi ces personnes, il y en avait à peu près la moitié qui avaient un diagnostic de TSA et d'autres personnes qui n'avaient pas de diagnostic. Et puis, on a essayé de
regarder en fait sous différentes coutures leur fonctionnement social. Et puis, on a fait des évaluations qui étaient auto-rapportées, c'est-à-dire ils évaluaient notamment au moyen d'une application mobile à chaque fois qu'elles se retrouvaient dans des interactions sociales, comment est-ce qu'elles évaluaient leurs interactions. Elles évaluaient aussi comment elles évaluaient les moments où les personnes étaient seules, etc. Donc, des évaluations auto-rapportées. Il y avait aussi des évaluations qui étaient réalisées par un proche. La plupart du temps, c'était le parent, qui était sur les difficultés sociales, les compétences sociales. Et puis, on avait aussi une évaluation qui était faite par nous, en fait, sur la base d'un jeu de rôle, où on regardait un peu les compétences sociales de la personne dans une situation de jeu de rôle. Et puis, après, sur la base de toutes ces mesures, on a essayé de faire, en fait, ce qu'on appelle des profils latents, c'est-à-dire de voir combien de profils ou de différents profils on pouvait retrouver à l'intérieur de ces données chez ces personnes qu'on évaluait. Et puis, on a retrouvé en fait 3 profils dans ces données. Je ne vous explique pas toutes les mesures, mais il faut me croire sur parole, que le profil jaune, ça représente des personnes qui vont avoir peu de difficultés dans le domaine social, que ce soit de manière auto-rapportée, rapportée par les parents ou telle que nous, on les a observés. Et puis, sans surprise, vu que ça fait partie des critères diagnostiques du TSA, on n'avait pas de personne avec un TSA dans ce groupe-là jaune. Ensuite, on avait un groupe bleu où c'était vraiment le profil en miroir, c'est-à-dire qu'il y avait des difficultés qui étaient rapportées par les personnes elles-mêmes, et par les parents, et par nous. C'est le profil là en bleu qui est vraiment un peu à l'extrême. Vous voyez, quand c'est haut dans un, c'est bas dans l'autre, etc., presque pour toutes les mesures. Et puis, il y avait un groupe en rouge. Et puis, dans ce groupe en bleu, il n'y avait que des personnes avec un diagnostic de TSA. Et puis, dans ce groupe en rouge, il y avait un groupe un peu en plus en demi-teinte, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que, en fait, c'était des personnes qui se percevaient elles-mêmes comme ayant des difficultés sociales. Donc avec l'application, par exemple, elles disaient qu'elles étaient pas mal stressées par les interactions. Elles avaient plutôt l'impression qu'elles étaient moins fréquemment en interaction, même quand elles parlaient avec d'autres gens, etc. Donc une qualité de l'interaction qui était un peu moins bonne. Nous, dans les jeux de rôle, on voyait aussi que c'était des personnes qui étaient un peu plus en difficulté que des jeunes tout venant. Mais par contre, qui, par l'entourage, étaient évalués comme ayant finalement pas trop de difficultés sociales. Et puis, du coup, on s'est dit, c'est intéressant, c'est qui ces personnes qui arrivent dans ce profil-là? Et puis, alors, dans ce profil-là, il y avait à la fois des personnes sans TSA, mais qui étaient un peu plus anxieuses, donc qui avaient comme ça un peu des difficultés comme ça de santé mentale un peu à bas bruit. Et puis, il y avait aussi des personnes avec un TSA. Et puis, en fait, il y avait beaucoup de femmes dans ce groupe-là. Plus que dans l'autre, en proportion, il y en avait plus que dans ce groupe bleu comme ça. Et donc ça, on trouvait que c'était assez intéressant parce qu'on se disait, c'est peut-être un peu un indicateur de ce camouflage-là dont je viens de vous parler, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnes qui disent, ouais, mais moi, j'ai des difficultés sociales. On peut les percevoir dans des contextes comme ça, nouveaux, pas trop familiers, avec, on leur fait faire des jeux de rôle, c'est un truc un peu stressant, ils n'aiment pas trop. Mais par contre, l'entourage, une personne extérieure, va se dire, en fait, c'est une personne qui s'en sort finalement pas si mal dans le domaine social, qui n'a pas trop de difficultés. Et donc ça, je trouvais que c'était assez intéressant de voir à quel point ça pourrait être éventuellement une signature comme ça de ce profil chez les femmes. Et donc du coup, ça a donné un petit peu naissance à la création de certains outils. Et puis, notamment, il y a une chercheuse qui s'appelle Laura Hull qui a créé en fait un questionnaire de camouflage des traits autistiques chez les personnes avec un TSA. Et donc, du coup, c'est un questionnaire qui commence à être même pas mal utilisé. Moi, j'ai vu même des collègues dans le contexte clinique l'utiliser et je trouve assez intéressant. Mais il faut savoir aussi que cette notion de camouflage, elle a été pas mal critiquée aussi par certains chercheurs en disant que finalement, le camouflage, et ça, je suis assez d'accord avec ça, c'est juste, c'est que
le camouflage n'est pas une caractéristique qui est propre à la personne de manière intrinsèque, mais que c'est plutôt quelque chose qui est une interaction entre la personne et son environnement. Et ça, je pense que c'est assez correct de se dire voilà, que c'est jamais la personne toute seule, elle-même, qui camoufle ou qui camoufle pas, mais il y a toujours un effet un peu d'interaction. Mais certains auteurs qui disaient, mais en fait, cette notion de camouflage, elle a été beaucoup utilisée dans le domaine de l'autisme, alors qu'en fait, elle n'est pas du tout spécifique à l'autisme. Il peut y avoir plein de gens qui camouflent dans plein d'autres domaines, et encore moins aux filles avec TSA. Et donc, du coup, voilà, c'est aussi un construit qui n'est pas toujours si facile à mesurer, à étudier. Donc, il y a eu ces tentatives comme ça de création de questionnaires. Donc, voilà, il faut savoir que ce n'est pas forcément non plus une notion qui fait complètement consensus non plus dans toute la communauté scientifique. Ok, donc je voulais vous montrer maintenant justement peut-être quelques témoignages de jeunes femmes. Alors c'est toutes des jeunes adultes qui ont, comme je disais, donné leur consentement aussi pour partager ces vidéos. Et puis, je voulais que vous puissiez les écouter aussi un petit peu sur leurs relations sociales et puis notamment sur leurs relations d'amitié et leurs relations amoureuses. Alors, je vous montre, ça c'est une première jeune femme qui a 24 ans et puis qui parle justement de ses relations d'amitié. J'espère que vous allez bien entendre. Vous avez beaucoup de relations, vous, interpersonnelles, comme vous dites, par exemple d'amitié ou... Très peu. Vous avez une meilleure amie ou un meilleur ami ou des amis? Des gens avec lesquels je passe du temps, oui. Après, j'ai des problèmes avec la définition du terme ami. C'est quoi pour vous? Franchement, c'est des gens avec lesquels je passe du temps. Et je sais qu'il y a plusieurs termes qui vont dans le même sens. Ils ont tous des nuances. C'est compliqué. Vous pensez à quel autre terme? Il y avait les amis, les meilleurs amis, les potes, le copain, et le coup. C'est tous des sens différents, des nuances différentes. C'est un peu difficile pour vous de saisir toutes ces nuances, c'est ça? Le plus souvent, j'y fais même plus attention. Les gens donnent tel ou tel titre. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas dit que j'étais leur ami, c'est des gens avec lesquels je passe du temps. Okay. Et puis il y a quand même une différence, par exemple, nous là on est en train de passer du temps ensemble. Du coup ça voudrait dire qu'on est amis ou pas? J'imagine qu'il faudra se revoir plusieurs fois, beaucoup de fois, pour te garder une communication en dehors. Donc se voir plusieurs fois, garder une forme de communication, ça c'est un peu des critères pour savoir que c'est plus que juste des gens que vous croisez comme ça? Ouais, je dirais oui. C'est parce que je fais pas beaucoup plus avec les autres. Et puis en cours, par exemple, il y a un groupe de gens avec qui vous êtes plus qu'un autre? Il y en a deux avec lesquels j'ai commencé à travailler en TD. Sans tourner me parler, donc maintenant on se parle souvent. Et on est dans le même groupe. Et vous vous voyez des fois aussi en dehors ou Quand ils veulent sortir, oui. c'est toujours eux qui leur demandent, c'est parfois vous? Il est rare que je veuille sortir. Et vous faites quoi pendant ces sorties quand vous décidez quand même de sortir? Parce qu'ils veulent, de temps en temps, ils veulent aller boire. Ils ont voulu aller en boîte une fois. Il y a des fêtes pour Halloween, par exemple. Il y a le festival pour acheter des cadeaux. Vous avez été avec eux du coup? Ouais. Vous avez apprécié ou c'était comment? Ils faisaient des idiots, mais c'était loin. Puis vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas dans une forme de relation, vous avez déjà eu une relation amoureuse ou de ce genre? Alors, je trouve que c'est vraiment joli comme elle l'explique, parce que finalement, si on se place d'un point de vue extérieur, on peut s'imaginer que justement, c'est une jeune femme qui a quand même des relations interpersonnelles dans ses cours, qui a des relations d'amitié. Probablement que les personnes là dont elle parle seraient des personnes qui
elle la caractériserait comme une amie. Et puis on voit qu'elle, dans sa représentation, c'est quelque chose qui est assez flou quand même. Elle dit bien, voilà, bon, bah, voilà, eux, ils disent qu'il y a des amis, des meilleurs amis, tout ça, bon, pour moi, voilà. Et puis, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi cette jeune femme en particulier de vous la montrer, c'est qu'on voit bien aussi l'impact des particularités sensorielles. Donc là, en fait, c'était une jeune femme qu'on a vue, là, ici, dans un des locaux. On avait la lumière éteinte, etc., mais elle avait quand même vraiment besoin de porter là, ses lunettes de soleil, alors que ce n'était pas un environnement qui, je pense, pour la plupart d'entre nous, aurait été dérangeant. Et donc, on peut bien s'imaginer que dans une situation où il y a beaucoup de lumière, beaucoup de bruit, etc., là, ça peut être vraiment très, très perturbant pour elle. Puis, je voulais vous montrer... un autre témoignage, parce que je vois que le temps file, d'une autre jeune femme qui a à peu près le même âge et puis qui nous parle, en fait, cette fois, de ses relations amoureuses. En fait, j'en ai eu vraiment un quand j'étais en primaire. Mais ensuite, je sais pas, ça m'intéresse. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que c'est très dur. Déjà, il y a toute la démarche à savoir si oui ou non il est amoureux ou je suis amoureux. Parce que les émotions ne sont pas du tout blanches ou noires. Des fois, une personne peut simplement considérer que tu lui plais, mais c'est pas clair si c'est de l'amour ou pas à ce moment-là. Parce que des fois, il suffit que ce soit un développement. C'est pas forcément, dans tous les cas, un coup de foudre. Il y a une évolution. Donc ça, c'est difficile de savoir dans quel côté ce « je te plais » va aller. Est-ce que ça va aller plutôt du côté de l'amour, du côté de l'amitié, ou du côté simplement de la Merci. Donc voilà, déjà ça, c'est pas clair, et voilà. Ensuite, il y a aussi la réaction par moi-même, c'est-à-dire, est-ce que j'accepte qu'il ait des sentiments pour moi ou pas? Est-ce que je lui blesse en lui disant ça ou pas? Est-ce que c'est plus important que je pense à moi-même, à mon bien-être, plutôt qu'à lui? Est-ce que je dois lui dire exactement ce que je ressens ou pas? Si je lui dis par exemple que je suis autiste, comment il va réagir? Est-ce qu'il va fuir? Est-ce que je vais le blesser intentionnellement? Il y a énormément de questions, déjà simplement du point de vue de l'approche, et ça c'est sans parler de la séduction qui est... Pour moi, je vois la chaîne là-dessus, c'est moi. Et puis et ça, ensuite... C'est censé, je pense que oui, parce que dans le cadre d'une amitié, je ne me pose jamais ces questions. Les choses sont toutes seules en fait. Okay. C'est ouais, je t'apprécie ou je t'apprécie pas, on va pas plus loin. Si on a les mêmes centres d'intérêt, on reste, sinon, ben voilà. Alors que l'amour, ça a l'air d'être plus compliqué. Et ensuite, comme j'expliquais, si après les sentiments durent, le garçon ou la fille ou je sais pas qui voudra être plus avec toi, donc il faut que tu prennes aussi en compte que ton temps, il faut tout le modifier pour que ça aille avec le sien. Après, il y a différents types de garçons, et ça je le sais par les aventures de mes amis. Donc je vois que ça vous fait sourire, les différents types de garçons. Mais donc voilà, à nouveau, en fait, on voit que peut-être dans une représentation très stéréotypée comme ça qu'on pourrait avoir de l'autisme, on voit que cette jeune fille, finalement, elle rentre pas du tout dans cette définition comme ça très stéréotypée. On voit que c'est une jeune fille à nouveau qui a des amis, qui a pu déjà avoir une relation amoureuse avec quelqu'un, etc. Mais on voit qu'alors derrière, je trouve qu'elle illustre bien le coût en fait qu'il peut y avoir. Alors je pense qu'on s'est tous dit que ça nous prenait la tête quand on était dans des débuts de relations amoureuses, que ça nous prend beaucoup de notre cerveau, mais là on voit que ça prend des proportions qui sont très importantes et puis que c'est en train de mouliner comme ça en permanence et puis que ça, tout ça, ça se fait à un coût qui va être très très important. Et puis, pour terminer, je voulais vous présenter aussi une dernière vidéo. Alors là, ce n'est pas une vidéo qu'on a tournée nous, c'est que j'ai trouvée sur Internet d'une jeune femme, alors c'est en anglais, je suis désolée, mais qui parle vraiment assez bien, je trouve, de cette notion comme ça de camouflage dans le domaine de l'autisme. So you can see my autism is not mild. It affects me significantly, and it can affect my ability to function independently some days. So how then was it missed for 35 years? How was it that even I did not know that I was autistic? We are taught from a young age how to interact with people. We're taught to chat, to be polite, to play together, to share and to take it in turns. But these things don't come naturally to an autistic child, and some of them can actually be quite uncomfortable. I really struggle with eye contact.
It feels really uncomfortable for me, and it's only something I feel comfortable doing with somebody I have a very intimate relationship with. But I was taught from a young age by my mother, you must look at people when they talk to you, you must look at them. There was no way I was getting out of it, so I learned to cheat, and I look at people here, just above their nose. And sometimes I'll look at them and look away quickly, so I'm giving them that eye contact that they need, but it's more comfortable for me. I also really struggle to make friends, because social chit-chat doesn't come naturally to me. I don't know what's expected, and I don't know what people want me to say. But I learned to hide my confusion at a very young age, and I learned to copy the behaviour of other people. We're also taught at a young age how to present ourselves. Flapping our hands and tapping our head are not socially acceptable, so we're not encouraged to do those things. But those movements can be a lifeline to an autistic person. They are called stimming, and they are crucial. For me, stimming is a crucial form of communication. When I'm happy and excited, I flap my hands. And when I'm trying to process information or block out sensory input, I twitch my fingers really close to my face, and it blocks out everything else. But this and this is not socially acceptable. And I learned at a very young age to hide my stimming. Donc, si vous voulez voir tout ce témoignage, je vous encourage, il est vraiment très très bien. Et puis, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer celui-ci, mais c'est aussi un autre témoignage d'une autre jeune fille qui parle très très bien aussi de ces notions de camouflage. Donc, vous avez les références, vous pourrez le retrouver sur YouTube simplement, très facilement. Et donc, du coup, le dernier point aussi dont je voulais brièvement parler aussi, c'est la question aussi de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. C'est quelque chose pour lesquels on a de plus en plus de données aussi dans la littérature qui nous montrent que, de manière générale dans l'autisme, les personnes avec un TSA, elles ont tendance à avoir une représentation un petit peu moins binaire comme ça de l'orientation sexuelle, et puis une identité de genre qui tend à être un peu plus fluide, mais avec quand même des personnes qui vont être justement dans ce qu'on appelle une dysphorie de genre, donc qui vont vraiment avoir le sentiment de ne pas être assignées au bon sexe. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose auquel il faut être vraiment attentif parce que ça semble être quelque chose qui est surreprésenté aussi chez les femmes. Avec justement une représentation justement un peu moins binaire de l'orientation sexuelle, et puis cette identité de genre qui est un peu plus fluide. Alors on n'a pas des très très bonnes données épidémiaux, je dirais, mais on voit que la variance, ce qu'on appelle la variance de genre, donc ça concerne probablement entre 5 et 6% des hommes avec un TSA et 7 à 8% des femmes avec TSA. Et que la dysphorie de genre, vraiment le fait de souffrir du fait de ne pas être dans le bon sexe, serait 4 fois plus fréquente dans la population avec TSA que chez les personnes de la population générale, et en particulier chez les femmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on ne connaît pas encore énormément. On commence à avoir ces chiffres qui sortent, on voit que c'est quelque chose qui est fréquent. Mais ce n'est pas si évident de savoir et puis de comprendre exactement pourquoi c'est le cas. Il y a des gens qui ont fait des hypothèses, mais je crois qu'ils restent assez spéculatives à ce stade. Donc c'était juste quelque chose que je voulais vous mentionner, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Et puis le dernier point que je voulais aussi mentionner, c'était justement la présence de ces comorbidités. Vous vous souvenez, on en a parlé au tout début quand je vous parlais de la description du spectre de l'autisme avec Lorna Wing. Ce qui caractérise aussi beaucoup les filles et les femmes avec un TSA, c'est justement ces périodes qui peuvent être assez intenses de détresse, qui peut être mis en lien parfois avec ces utilisations comme ça de stratégies de camouflage qui sont un peu épuisantes, avec parfois un peu... ce qui a été des fois appelé dans la littérature, c'est burn-out autistique, comme ça, avec des personnes qui tout d'un coup, à un moment donné, elles fonctionnent, puis tout d'un coup, ça s'effondre comme ça. Et puis du coup, si on regarde un petit peu les données épidémiologiques, on voit qu'effectivement, il y a une fréquence qui est vraiment élevée de comorbidité, notamment de difficultés de santé mentale, avec des difficultés d'anxiété, des difficultés d'humeur, et puis des troubles du comportement alimentaire qui sont aussi assez fréquentes.
Et puis dans notre échantillon d'à peu près une cinquantaine d'adolescents et de jeunes adultes qu'on a vus ici, effectivement, si on regarde un petit peu les comorbidités entre les hommes et les femmes, on voit qu'en particulier les troubles anxieux sont particulièrement surreprésentés dans notre échantillon de femmes. Et ce qui est assez intéressant, c'est éventuellement d'essayer d'identifier quels sont les mécanismes un petit peu sous-jacents comme ça, qui peuvent expliquer comme ça ces comorbidités. Et puis, dans mon équipe, il y a une de mes doctorantes qui s'appelle Laura Hélène, qui est en train de faire pas mal d'études dans ce domaine-là. À nouveau, je ne vais pas entrer trop dans des chiffres et des détails, mais où elle s'intéresse beaucoup justement à tous les systèmes neurobiologiques en lien avec le stress, et puis notamment tout ce qu'on appelle l'axe du stress ou l'axe HPA, qu'on peut mesurer en fait avec des prélèvements salivaires, où on peut mesurer en fait le taux de cortisol, qui est une neurohormone qui est très impliquée dans le système du stress. Et puis, ce qu'on a vu en fait, c'est un profil qui était très lié entre des particularités comme ça de ce rythme du cortisol et la présence de ces difficultés de santé mentale chez les femmes, mais pas tellement chez les hommes. Et donc du coup, ça nous fait nous poser des questions. Est-ce qu'il y aurait en fait aussi des particularités liées à ce système du stress? Est-ce qu'on peut le relier aussi à des expositions, à des événements de vie stressants plus tôt dans la vie? Voilà, donc ça c'est un petit peu des questions qu'on se pose actuellement dans notre équipe pour essayer de comprendre un peu mieux ces résultats-là. Je voulais juste terminer par ces deux mots sur en fait, finalement, quelles sont un peu les conséquences pour l'évaluation et l'accompagnement. On en a déjà un petit peu parlé en filigrane, un petit peu dans cet exposé, mais tous ces phénomènes de camouflage, ce profil féminin, le fait d'avoir des biais comme ça liés au genre, ils contribuent à créer ce qu'on appelle une errance diagnostique avec justement des femmes qui même parfois peuvent avoir des évaluations spécialisées en autisme et qui ont des scores qui sont en dessous des critères seuil et donc qui du coup vont peut-être des fois pas toujours être détectés, avec très souvent des signes du TSA qui peuvent être confondus avec un autre diagnostic, même lorsque le TSA est évoqué par la personne elle-même. Et puis, du coup, on a très souvent en fait, des femmes qui viennent un peu pour des diagnostics tardifs comme ça, puis qui ont reçu tout un cortège d'autres diagnostics. Ça peut être des diagnostics de troubles bipolaires, ça peut être des diagnostics de troubles psychotiques, ça peut être des diagnostics de troubles de la personnalité, avec notamment des exemples de confusion, par exemple, entre une personne qui aurait justement des particularités sensorielles très fortes, qui sont un petit peu confondues avec des phénomènes qui seraient plus des phénomènes hallucinatoires, donc le fait d'entendre ou de percevoir des choses que les autres ne peuvent pas entendre. Et donc du coup, des fois, quand c'est très sévère, c'est vrai que ça peut être pas si évident de faire la distinction entre les deux choses. Et donc du coup, on peut confondre. Et donc du coup, on est assez souvent dans une situation où c'est un petit peu l'arbre qui masque la forêt, où en fait c'est la comorbidité, c'est ce qui est présent autour qui est prise pour le diagnostic principal, et puis en fait avec peut-être des difficultés à voir quelles peuvent être les difficultés aussi sous-jacentes. Et donc du coup, les conséquences, ça va être en effet un manque de reconnaissance des difficultés, une prise en charge qui va être souvent inadaptée et inefficace, et surtout un risque que les troubles associés ou les comorbidités deviennent très chroniques parce qu'elles sont justement pas bien soignées, pas bien accompagnées. Et une chose qu'on observe aussi assez souvent, ça va être des difficultés d'insertion socio-professionnelle et puis un manque aussi de reconnaissance de la part des assurances sociales, des personnes justement qui ne rentrent pas exactement dans ces cases. Et donc, par exemple, si on essaye de faire une demande AI pour certaines femmes, ça va être assez difficile de faire reconnaître aussi les droits de ces personnes au niveau asécurologique. Donc ça peut poser vraiment des problèmes. Il y a des questionnaires qui ont été développés un petit peu pour essayer de capter ce profil féminin. Et puis, voilà, si ça vous intéresse, je vais m'arrêter là parce que je vois que mon temps est terminé. Je vous recommande vraiment très chaudement, notamment le livre de Isabelle Hainaut, Le profil Asperger au féminin, qu'elle a écrit avec Annick Martin, qui est une femme autiste, qui décrit un peu son témoignage. Et puis Isabelle Hainaut amène plutôt un point de vue professionnel pour l'évaluation, etc.
Et puis il y a aussi cet autre livre, l'Asperger au féminin, qui a été très bien fait. Et puis, alors on ne parle pas vraiment beaucoup de l'autisme au féminin dans les MOOC qu'on a fait sur l'autisme, mais si vous vous intéressez à la thématique de l'autisme au sens large, je vous fais un peu de pub pour nos MOOC qui sont disponibles sur Coursera. Et puis, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Quel est le lien entre troubles, comme on dit, TDA et l'Asperger féminin, s'il vous plaît? Donc, TDA, trouble du déficit de l'attention? Oui. Donc, c'est une très bonne question. Je dirais, alors, il y a eu tout un débat pendant longtemps où on disait que finalement, on ne pouvait pas forcément diagnostiquer des difficultés d'attention chez une personne qui avait un diagnostic de TSA. Et puis, depuis justement les révisions des manuels diagnostiques, tout ça, en 2013, c'est maintenant quelque chose qui formellement est autorisé par les manuels diagnostiques. Alors, si on se base de ce point de vue-là, si on répond de manière un peu plus large, on sait qu'une grande proportion de personnes avec un TSA ont des difficultés quand même assez significatives dans le domaine de l'attention. Et ça s'explique souvent. Je vous renvoie peut-être à la très jolie conférence qu'il y a eu justement dans le cadre du Centre Jean Piaget sur la comorbidité entre les troubles neurodéveloppementaux. Je ne me rappelle plus du nom de la... Marianne Jobert. Voilà. Qui a donné cette conférence vraiment qui montre vraiment bien à quel point tous ces diagnostics qui font partie de ce cluster comme ça qu'on appelle des troubles neurodéveloppementaux, donc les troubles du déficit de l'attention, les troubles de la coordination, les troubles 10, le TSA, ils ont très souvent tendance à être associés entre eux. À ma connaissance, il n'y a pas énormément de travaux qui montrent si cette association entre troubles de l'attention et TSA serait particulièrement marquée chez les femmes que chez les hommes. Peut-être qu'il y a des chiffres, mais je ne les connais pas. En tout cas, c'est sûr que c'est une comorbidité fréquente, quel que soit le sexe. Donc, la première question est, est-ce qu'il y a des données par rapport à un moment au développement où ces comportements de camouflage commencent chez les filles? Et la deuxième question est si ces comportements est plutôt, de mon côté comme je le vois, est plus manifesté par des filles qui sont plutôt à la partie droite du spectre. Oui, alors c'est deux très bonnes questions, merci beaucoup. La première question, alors on n'a pas du tout de données empiriques là-dessus. Donc, mes réponses, elles sont vraiment basées sur ma propre expérience, donc elles valent ce qu'elles valent. Par rapport à l'âge, je pense que justement, le témoignage qu'on voyait de la dernière femme, je trouve qu'il fait beaucoup écho à beaucoup de témoignages qu'on a qui suggèrent qu'en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui apparaît à un moment donné, mais qui est vraiment le fruit d'une construction, y compris d'une construction aussi sociale. C'est-à-dire, elle dit, voilà, moi j'ai bien compris qu'à un moment donné, certains comportements n'étaient pas forcément adaptés socialement et donc du coup, j'ai arrêté de les utiliser, mais ça avait un coût pour moi. Et donc, c'est quelque chose qui se fait comme ça graduellement et qui, peut-être au départ, chez des enfants, va pas forcément être décrit comme tel. C'est-à-dire que pour un enfant, ça peut être difficile de prendre ce recul-là et de se dire, voilà, moi, j'ai une méta-représentation de ça. Et donc, souvent, en fait, les témoignages qu'on a, c'est plutôt des témoignages d'adultes. Mais je pense qu'en fait, c'est simplement le reflet qu'elles ont pu avoir une réflexion à ce sujet-là et puis l'expliciter à ce moment-là. Mais je pense que c'est des choses qui commencent probablement bien avant. Et puis la deuxième question, c'était par rapport à voilà, quel est est-ce que on observe ces camouflages comme ça un petit peu sur tout l'ensemble du spectre de l'autisme. Ce que les études semblent suggérer, c'est qu'il peut y avoir tout à fait du camouflage chez des personnes qui vont avoir des symptômes de l'autisme qui peuvent être assez marqués. Et donc, ce ne serait probablement pas forcément une question d'intensité de symptômes du TSA, mais par contre, très certainement lié aux compétences intellectuelles. Et c'est-à-dire que probablement, on va avoir plus de comportements de camouflage chez des personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle que chez des personnes qui vont avoir plus de difficultés cognitives.
J'ai deux questions aussi. Première question, c'est, je montrais sur le traitement pour le TSA. Et deuxième question, c'est que dans la vidéo, une fille a dit qu'elle se comporte pour satisfaire les besoins des autres, le but de camouflage. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il faut, si on sait quelqu'un qui a ce profil autisme, est-ce qu'il faut, nous, qui adaptent sur eux, genre de respecter les symptômes de reculer social, est-ce qu'il faut, nous, s'adapter, nous... Ouais, non, mais je comprends. Merci pour votre question, je comprends bien. Alors, effectivement, par rapport à cette question, qui va peut-être un peu avec votre première question, qui est la question du traitement, c'est vrai que, alors j'aurais peut-être probablement dû préciser ça dans mon introduction. C'est vrai que quand on parle du TSA et qu'on parle d'un trouble qui est neurodéveloppemental, souvent on va pas tellement parler d'un traitement dans le cadre de l'autisme. On va plutôt intervenir ou accompagner la personne par rapport à des difficultés spécifiques, mais où l'objectif de notre intervention, ça ne sera pas d'enlever le diagnostic, parce que ça, on estime que c'est quelque chose qui n'est pas possible et ça fait partie du fonctionnement de la personne. Donc ça, c'est un point qui est important. Par contre, on peut tout à fait accompagner une personne si elle a des difficultés sociales. Il y a un certain nombre de stratégies qu'on peut mettre en place pour aider la personne à développer certaines compétences ou certaines habiletés sociales. Il y a des interventions, alors ça c'est dans un tout autre champ où on pourrait faire un cours en entier là-dessus sur les interventions précoces dans le domaine de l'autisme. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui existent aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi pour accompagner et traiter toutes les difficultés associées, donc toutes les comorbidités. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Après, voilà, le but ne sera pas d'enlever le diagnostic. Et parmi les choses qu'on peut faire, en effet, je pense que votre remarque elle est tout à fait pertinente, c'est que ça va être un travail aussi d'aménagement, on va dire, de l'environnement aussi autour de la personne. Et je pense que plus la personne et son environnement vont être au clair sur finalement qu'est-ce que c'est le TSA, quelles sont les caractéristiques de la personne, plus l'environnement va aussi pouvoir s'adapter aux caractéristiques de la personne. Et notamment, c'est un exemple un peu bateau, mais se dire, moi je vais essayer d'être dans une communication qui va être très explicite, par exemple, avec la personne. Je vais essayer de ne pas être dans une communication pleine de sous-entendus, de double sens, de choses comme ça, parce que ça, on sait que ça peut être assez stressant, parce que ça peut être difficile à lire pour la personne. C'est un exemple. Donc, en effet, il y a vraiment ces mécanismes aussi d'adaptation de l'environnement à la personne, bien sûr. Moi, je me demandais si des parents écoutent après en vidéo, est-ce qu'après, tu as des recommandations à faire, par exemple, dès le plus jeune âge? Par exemple, sur la dame qui dit « on m'a appris à regarder, donc moi, ma stratégie, je regarde en dessus ». Parce que du coup, un parent, il va dire « bon, je fais comment, du coup ?» Alors toi, tu conseilles quoi? Qu'est-ce que tu vas dire aux parents? Je pense qu'il y a... quand c'est des parents de jeunes enfants, où là, clairement, ça va être des enfants qui vont avoir un impact assez fort sur le développement, des symptômes qui vont avoir un impact assez fort sur le développement de l'enfant. Là, clairement, on est dans une stratégie où on va vouloir intervenir de manière assez précoce parce qu'on veut éviter que certains signes du TSA justement entravent le développement de l'enfant, notamment entravent le développement de son langage, le développement de sa communication, etc. Et donc là, on est vraiment dans une idée d'intervenir de manière très précoce. Après, si on est dans une période plus tardive et puis qu'on voit qu'il peut y avoir des difficultés, par exemple, dans le domaine social, je crois que un point qui est très important, c'est qu'on peut tout à fait enseigner des compétences sociales. Donc, il y a par exemple des groupes qui existent, des choses comme ça. Et ce que nous disent beaucoup d'adultes qui sont sur le spectre, disent OK, ces groupes, c'est bien. Moi, ça m'a été utile de pouvoir, des fois, décortiquer certaines compétences, les entraîner, etc. Par contre, ce qui peut être plus difficile, c'est quand on nous dit « OK, c'est ça le comportement qu'on doit absolument utiliser ». Et c'est un petit peu ce que dit la jeune femme dans son témoignage, c'est dire « OK, c'est bien
savoir que c'est des comportements qui sont attendus, on va dire. Après, je suis libre de choisir si je les utilise ou non. Et ça, je trouve que c'est une notion qui est assez intéressante aussi de se dire, on doit faire attention dans nos interventions, de ne pas encourager le camouflage aussi de manière excessive, en fait. Et donc ça, c'est un peu, je trouve, du coup, on est un peu sur un équilibrisme assez subtil où à la fois on veut aider pour que la personne puisse avoir des compétences pour fonctionner, mais en même temps on ne veut pas être dans quelque chose qui va être trop renforçant de ces stratégies de camouflage. Et vous avez parlé des comorbidités par rapport à les troubles de l'humour, et moi je me demande si peut-être dans les filles ou dans les TCA, est-ce que la question des comportements autodommageables, c'est une question qui est plus haute ou pas à niveau... Donc vous pensez par exemple aux scarifications, oui. Tous ces comportements-là? Oui. Surtout alors, à niveau des régulations émotionnelles, oui. etc. Oui, alors tout à fait. On n'a pas énormément de données, mais les données qu'on a, elles nous montrent que c'est des stratégies qui peuvent être assez fréquemment utilisées justement dans un but de régulation émotionnelle. Et donc, du coup, on retrouve assez souvent ces comportements-là. Ok, merci. Est-ce qu'on a des... Vous avez fait une présentation générale, plus assez spécifique, mais est-ce qu'on a des modèles théoriques, des idées, des hypothèses sur pourquoi cette différence ou parce qu'il y a toute la question, comme c'est une question de genre, est-ce que les comportements parentaux, de comment on s'occupe d'un enfant garçon, on ne s'occupe pas de la même manière de si c'est une fille, donc cette manière comportementale, est-ce qu'elle implique une différence? Parce qu'il y a aussi les questions de sujets d'intérêt, de qu'est-ce qui passionne. On voit que, a priori, chez les filles, les femmes, il y a un intérêt pour les personnes qui est plus importante que chez les garçons. Est-ce que c'est quelque chose qui est de manière générale, les femmes en général et les garçons, les hommes sont plus excusez-moi, je ne sais plus parler, sur les sujets. Est-ce qu'on a des pistes là-dessus, des modèles théoriques ou pas du tout, en fait? Non, il n'y a pas du tout de modèle théorique et ça c'est bien dommage justement. Et alors ça c'est une des parties que j'ai un peu sautée à la fin. Une des questions qui nous intéresse aussi, c'est de voir un peu quels peuvent être les processus cognitifs. Est-ce qu'il peut y avoir notamment des différences au niveau de certains processus cognitifs entre les hommes et les femmes qui pourraient expliquer justement peut-être certaines manifestations qui sont présentes plutôt chez les hommes que chez les femmes ou vice-versa. Et donc du coup, on a quasiment zéro donnée là-dessus, ce qui est assez frappant. C'est qu'en fait, les données qu'on a actuellement sont quasiment que des données cliniques. On n'a quasiment aucune donnée plus expérimentale. Par exemple, celle que je vous ai présentée sur le lien avec le stress, etc., les axes du stress, c'est une des seules études plus expérimentales qui a été faite. Donc, pour le moment, on est plus dans une phase de caractérisation clinique sans avoir vraiment de réel modèle de compréhension. Quand je parlais du lien, par exemple, avec la dysphorie de genre ou l'identité de genre, on n'a aucun modèle non plus qui nous permet de nous poser des questions puis d'aller de manière peut-être un peu systématique chercher des informations, de se dire mais en fait pourquoi est-ce qu'on observe ces associations-là, ça vient, etc. Les seuls modèles qu'on a sont un peu des modèles plus... je dirais neurobiologiques qui tendraient à expliquer pourquoi est-ce que justement l'autisme est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, avec des bases génétiques notamment, avec certains variants qui ont été plus retrouvés, etc. Mais qui ne nous expliquent pas finalement au niveau comportemental finalement ce qui peut se passer. Après, c'est sûr que ces biais de genre dans la manière d'éduquer, ça c'est des choses qui ont été très bien décrites en général, pas uniquement en lien avec le TSA. Et donc, c'est sûr que probablement, il va y avoir certains comportements qui vont être plus fortement encouragés que d'autres, en fonction de si on est un garçon ou si on est une fille. Ça, c'est clair que c'est probablement des mécanismes qui rentrent en jeu. Mais tout à faire. Merci beaucoup. Je crois qu'on va conclure. Donc, on peut applaudir notre intervenante. Et puis...